Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Pour cette première vidéo, je vous propose ma pile à lire de l'été. Donc vous allez voir que cette pile à lire se compose en grande majorité de thrillers et de romans historiques, avec un petit peu de fantasy. Alors il faut savoir que l'été je lis beaucoup de thrillers, pas mal de romans historiques, mais vraiment peu de fantasy en général, parce que la fantasy j'en lis beaucoup au printemps. Notamment au mois de mai, comme beaucoup de monde, je fais le challenge du mois de la fantasy de Stéphanie Piketty. Et donc, arrivé au mois de juin, en général, je sature un peu de fantasy, j'ai besoin d'autre chose. Et donc, quoi de mieux pour se changer de la fantasy que du thriller et aussi des romans historiques. À savoir que cette pile à lire, je la fais aussi dans le cadre du challenge Paye ton slip de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors, j'ai pas compté exactement, mais il me semble que j'ai une quinzaine de livres. Donc je crois que ça doit correspondre à la taille M du challenge. Si j'arrive à en lire plus, bah tant mieux, je passerai à la taille L, et puis sinon tant pis, mais dans tous les cas, ça me fait plaisir de participer à ce challenge. Alors, on va commencer tout de suite, on va commencer par les thrillers. Le premier thriller que je vais vous présenter, en fait, il s'agit de ma lecture en cours, que j'ai commencé hier, je triche un petit peu, mais tout va bien. Il s'agit de Nine Perfect Strangers de Liane Moriarty. Liane Moriarty, vous la connaissez sûrement, c'est l'autrice très célèbre et très appréciée de Big Little Lies. Big Little Lies que j'avais lu l'année dernière et qui avait été une véritable claque. Le twist final, je crois que je ne m'en remettrai jamais, pour être honnête. J'ai lu également cet hiver, enfin écoutez en audiobook il me semble, ouais c'est ça. Le secret du mari, de Husband's Secret. Et donc là, on est sur un roman qui a été traduit en français, oui il me semble. Hein. Peut-être le dernier qui a été traduit l'année dernière. Je vous l'indiquerai en barre d'infos et même peut-être en bas de l'écran s'il s'agit de romans traduits ou non. Et donc on est ici sur un schéma assez classique pour Liane Moriarty. On se trouve donc en Australie, comme dans tous ses romans. Dans un milieu assez aisé, des familles assez aisées, sauf que là, petit twist, ce n'est pas exactement un thriller domestique. En fait, on se retrouve dans une grande maison perdue au milieu de la campagne en Australie, et dans cette maison sont organisées des retraites spirituelles. Et donc là, on va être avec 9 personnes qui se lancent dans cette retraite. Pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au début, j'ai lu une centaine de pages. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il va y avoir un meurtre? Est-ce que ces personnes ont été réunies pour une raison précise, par exemple pour une vengeance, comme dans And Then There Were None de Agatha Christie? Je ne sais pas du tout, mais j'adore Liane Moriarty, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et franchement, regardez-moi cette couverture. Si ça crie pas été, alors je sais pas ce qu'il vous faut, vraiment. On reste dans tout ce qui est thriller, roman d'enquête, etc. Et j'ai trouvé au charity shop pas très loin de chez moi Coffin Road de Peter May. Il faut savoir que j'habite en Écosse, donc j'adore lire des livres qui se passent en Écosse. C'est quand je vois en général un livre où il y a écrit Écosse, déjà mes oreilles font touc, et il y a de grandes chances que je l'achète ou que je l'emprunte en tout cas. Donc là je l'ai trouvé en occasion pour 2 livres, ouais c'est ça. Donc, c'est un livre de Peter May. De Peter May, j'ai lu la trilogie écossaise, c'est ça, oui, le nom en français, oui. Donc la trilogie de l'OS, et un roman indépendant qui s'appelle I'll Keep You Safe. J'avais adoré la trilogie écossaise, mais vraiment adoré. Le premier tome avait été une claque. Là encore, je pense que je ne relirai jamais quelque chose comme ça, que je ne m'en remettrai pas, je ne m'en suis toujours pas remise. Je conseille ce roman à tout le monde. Je l'ai offert aussi un certain nombre de fois. Et j'avais aussi beaucoup aimé le reste de la trilogie. Et donc, quand j'ai été tombée sur un Keep You Safe, là encore en charity shop, je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, ça se passe aussi à Lewis et Harris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lewis et Harris, c'est une seule et même île. En fait, c'est 2 îles, mais qui sont attachées l'une à l'autre, qui se trouvent dans les Hébrides, donc sur la côte atlantique de l'Écosse. C'est un peu les clichés de l'Écosse, hein, Lewis et Harris, c'est-à-dire c'est des terres désolées, il pleut, il fait pas beau, des paysages magnifiques à couper le souffle, mais c'est vraiment, c'est un peu perdu quoi. Donc c'est quand même le décor idéal, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le décor idéal pour des thrillers. Et donc I'll Keep You Safe qui se passe aussi sur Lewis et Harris, là pour le coup,
Je pourrais vous en reparler si vous voulez éventuellement. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les romans que j'ai lus qui se passent en Écosse. Et parce que j'en ai lu quelques-uns, donc je peux vous en recommander. Dites-moi si ça vous intéresse. Et I'll Keep You Safe, qui avait donc ce décor magnifique de Lewis et Harris, mais que j'ai trouvé très problématique pour plusieurs raisons, et vraiment, ça m'a vraiment posé problème. Et donc ce roman, Coffin Road, c'est la dernière chance que je donne à l'auteur. C'est-à-dire que si ça n'est pas meilleur que I'll Keep You Safe, je m'arrêterai là pour Peter May. Je ne garderai que en tête la trilogie originale, la trilogie écossaise, et je n'en lirai pas d'autres. Coffin Road, donc ça se passe sur Harris. C'est une enquête, ma foi, assez banale. Enfin, banale. Disons que c'est un schéma qu'on retrouve assez facilement en thriller. C'est un homme qui ne se souvient plus de ce qu'il est. Et son seul indice sur son identité, c'est une carte. Voilà. Et le point commun avec les autres romans de l'auteur, c'est qu'on va retrouver le détective George Gunn, qui était un personnage déjà présent dans la trilogie originale et qui avait un rôle secondaire également dans Un Keep You Safe. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'y vais quand même avec un peu d'appréhension maintenant que j'ai eu ce blocage avec Un Keep You Safe. Alors, toujours dans les enquêtes, mais dans un tout autre registre, The Windsor Knot de S.J. Bennett. Alors là, c'est du cozy mystery. J'aime beaucoup le cozy mystery, c'est un genre que j'adore. Ma série préférée, je pense, comme beaucoup de gens, c'est les détectives du Yorkshire, donc en anglais de Dale's Detectives. Et en fait, là, celui-là, quand je l'ai vu encore une fois en charity shop, c'est quelque chose qui est... c'est un point commun à beaucoup de livres dans cette pile à lire, c'est que je les ai achetés en charity shop. Et bah, pourquoi je l'ai pris? C'est tout simple. Je sais pas si vous voyez en haut de la couverture. C'est une enquête de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Oui, oui, oui. Donc, je voulais pas en savoir plus, je n'ai pas cherché à connaître le résumé. C'est une enquête de la reine, ça va être du cozy mystery. C'est parfait pour l'été. Et au pire, j'ai dû le payer aussi. 2 livres, 2,50 livres. Donc, ça sera pas une grande perte, mais pour l'été, c'est génial. Et ça, pour le coup, je crois qu'il vient d'être traduit en France, je vous le remettrai. Je vous mettrai l'info. Un autre thriller, et pour le coup là on est plus dans du thriller classique que dans du cozy mystery clairement, c'est Victim 2117 de Jussi Adler-Olsen, qui est donc, il me semble qu'en anglais, en français pardon, le titre est exactement le même, Victime 2117. C'est donc une enquête du département V, avec la petite nuance qu'en anglais, le département V s'appelle le Department Q. Je pense que dans la version originale en danois, il s'appelle également Department Q, sauf que département Q en français, ça le fait pas trop. Et donc, on a eu le département V dans notre traduction. Donc, on suit ici une nouvelle enquête du département V. Si vous ne connaissez pas cette série, on suit Karl Mørk, Karl Mørk, je crois, qui est donc un policier danois qui est responsable d'un petit département de cold case à Copenhague. Et on suit également les aventures de son collègue slash assistant slash ami Assad, qui est un réfugié, je crois, syrien. Je ne sais plus. Bon bref, et en fait, le personnage d'Hassan a toujours été un petit peu mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... On sait vraiment pas beaucoup de choses sur lui, sur sa famille, ni surtout sur son passé. On ne sait pas si c'était un espion, si c'était simplement quelqu'un qui est arrivé au Danemark pour trouver du travail, ou si voilà, il avait un passé un peu plus sombre. Et donc, apparemment, ce tome se concentre sur Assad. Donc j'ai vraiment très hâte. Si vous n'avez pas tenté cette série, je vous la recommande. C'est souvent très drôle, très pince sans rire. Mais les enquêtes sont aussi quand même assez noires, parfois bien glauques. Donc vraiment, je vous le conseille, ça se lit très très bien. Et moi, pour ma part, jusqu'à présent, je les avais tous lus en français. Et comme je vous l'ai dit, j'habite en Écosse, donc c'est très compliqué de se procurer des livres en français. Et là, j'avais mis dans ma wishlist pour mon anniversaire. Mon mari me l'a offert, et donc il s'agit de l'édition en anglais. Donc c'est la première fois que je vais lire la traduction anglaise de Jussi Adler-Olsen, donc j'ai hâte de voir ce que je préfère entre la version française et la version anglaise pour voir comment je continuerai cette série. Voilà. Hop.
un autre thriller pur et dur. J'ai eu ici une des intégrales de Franck Tillier. C'est une intégrale qui regroupe 3 enquêtes de Charcot et Enebel. On a donc le syndrome E, Gattaca et Atomka. Comme vous le voyez, c'est un beau bébé. Il doit être dans les 1200 pages, quelque chose comme ça. Oh non, 1500, pouf, 1500. Chacun des tomes fait environ 500 pages. J'avais lu dans cette intégrale le syndrome E. Je suis une grande fan de Franck Tillier. J'ai lu quasiment tous ses romans qui ne font pas partie d'une saga, mais je suis pas une très bonne élève, et sur Charcot et Enebel, je suis pas du tout à jour. Autant dans Charcot, je suis assez avancée, autant je crois que j'ai lu une seule enquête d'Enebel, et donc en plus celle-ci qui regroupe leurs rencontres et leur enquête conjointe. Donc j'aimerais vraiment avancer et lire au moins Gattaca. Si j'ai le temps, Atomka, mais je pense pas parce que bon, c'est des beaux bébés. Mais c'est la tradition, chaque été je me lis un voire deux Franck Tillier. C'est quelque chose qu'en général je fais avec ma maman, c'est-à-dire qu'il y en a une qui l'achète, ensuite elle le prête à l'autre. C'est la tradition depuis quelques années, j'adore Franck Tillier. C'est vraiment mon auteur d'été chouchou. Et voilà, j'ai très hâte, mais par contre, c'est lourd, c'est vraiment très lourd, donc peut-être que je m'en prendrai un sur liseuse, je verrai, mais j'ai hâte d'avancer dans la saga. Dernier roman, et qui va permettre de faire la transition entre le thriller et l'historique, c'est The Lost Apothecary de Sarah Panna. Alors celui-là, je suis quasiment sûre qu'il n'a pas été traduit en français, parce qu'il est très récent, je crois qu'il date de cette année. Je n'en sais pas grand chose, pour tout vous dire. En fait, ça avait été recommandé par une de mes librairies préférées ici à Édimbourg, sur leur page Instagram, il me semble. Et je l'ai vu, je suis tombée amoureuse de la couverture. Moi, vous mettez apothicaire dans le titre d'un roman, il y a déjà de grandes chances que ça soit à moitié dans la wishlist. Quand ensuite j'ai jeté un coup d'œil au résumé, c'est bon, il était dans la wishlist. Et par chance, je l'ai eu pour mon anniversaire. Alors en fait, ici, on est vraiment à mi-chemin entre thriller et roman historique. C'est un roman qui va faire le lien passé-présent entre le 18e et nos jours à Londres. Et donc au 18e, on va suivre un apothicaire, et de nos jours, on va suivre des policiers qui essayent de résoudre des meurtres qui ont un lien, je ne sais pas lequel pour l'instant, qui ont un lien avec cet apothicaire en question. Et donc vraiment, j'ai très hâte. Je pense vraiment qu'il s'agit d'apothicaire au sens strict du terme. Il n'est pas question de magie ni quoi que ce soit. C'est vraiment apothicaire au sens de pharmacien ou médecin, quoi. Mais il n'est pas question de fantaisie ou de magie dans ce livre. Mais vraiment, j'ai très hâte. L'avis du libraire m'a vraiment vendu du rêve, littéralement. Donc voilà. Et je vérifierai s'il a été traduit en français, mais je ne pense pas. Donc, on en a fini avec les thrillers. J'espère que vous êtes encore là. On va continuer avec les romans historiques. Premier roman historique, c'est The Lake House de Kate Morton. À mon avis, vous connaissez tous, ou presque, Kate Morton. C'est une autrice anglaise très connue pour ses romans qui suivent toujours à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on est dans deux époques. Et on a un très gros jeu passé-présent. Ça se passe en général en Angleterre, dans la campagne du sud de l'Angleterre, souvent, dans des milieux assez aisés, des belles maisons, voilà, ce genre de décor. En général, il y a un petit mystère, ou en tout cas un secret de famille. Moi, c'est une formule qui, avec moi, marche très bien. J'avais adoré un de ces derniers, celui qui est sorti... Je crois qu'il a été traduit en français l'année dernière, et moi j'avais dû le lire en anglais il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre en français. En anglais, c'était The Clockmaker's Daughter, que j'avais beaucoup aimé. Et donc celui-là, quand je l'ai vu dans mon charity shop, encore une fois, j'ai même pas regardé le résumé pour tout vous dire. Je me suis jetée dessus en me disant, j'en ai entendu parler plusieurs fois de The Lake House. Je crois que c'est un de ses plus célèbres, peut-être même un de ses premiers. Donc celui-là, c'est sûr et certain qu'il est traduit. Et juste pour vous donner une toute petite idée, mais sans non plus trop lire le résumé, ça se passe entre nos jours et 1933, dans une maison de campagne, au moment du solstice d'été, avec un enfant qui disparaît. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, je n'en regarderai pas plus, mais j'ai très hâte. C'est vraiment le genre de lecture pour l'été, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Je vous le recommande. Alors, là, on est à mi-chemin entre de l'historique et du fantasy/fantastique. On est dans Gods of Jade and Shadow de Silvia Moreno Garcia,
qui est donc un livre qui va se passer dans Jazz Age, donc Jazz Age c'est les années 20-30 environ, mais au Mexique. Et ça change, juste pour le changement de décor, je me suis jetée dessus. Et surtout, ce qui a achevé de me convaincre, c'est que ça traite de mythologie mexicaine. Je ne vais pas relire le résumé, mais en gros, il s'agit donc dans les années 20-30 de quelqu'un qui va invoquer, je pense par accident, le dieu Maya de la mort. Et donc il va, je pense que peut-être il va s'agir de, entre guillemets, capturer le dieu de la mort, le renvoyer d'où il vient. Peut-être, je sais pas du tout, je veux pas en savoir plus. C'est un roman que j'avais lu dans ma wishlist il y a quelques années, parce que oui, il commence à un petit peu, alors pas daté, mais il date pas de l'année dernière, quoi. Que j'avais eu dans ma wishlist il y a quelques années, et puis comme je le voyais jamais en librairie, que j'avais pas non plus l'occasion de le commander, je l'avais un peu oublié, et là, quand je suis tombée dessus en magasin d'occasion, bah j'ai foncé. Donc si vous avez envie de mythologie mexicaine, qui est pas forcément une mythologie qu'on voit beaucoup, moi personnellement j'en ai lu très peu, et je suis une grande fan de mythologie d'une part, et de culture de l'Amérique latine d'autre part, pour plein de raisons. Donc moi j'ai très très hâte, et je vous préciserai s'il a été traduit ou non. On reste dans cette thématique de roman historique avec un peu de fantastique, ou en tout cas de réalisme magique. Il s'agit de The Watchmaker of Filigree Street de Natasha Pulley chez Bloomsbury. Avant toute chose, je vous montre la couverture parce qu'elle vaut le détour. Hop, voilà, vous voyez la découpe avec la montre qui se dévoile en dessous. La couverture en elle-même est très belle, il y a de l'embossage, il y a des dorures. Encore une fois, pour un livre que j'ai payé 2 livres en magasin d'occasion, franchement, c'est la super trouvaille. Il était en très très bon état. Donc là, ça se passe à Londres. Ça se passe en 1883. Et on n'est pas dans de la fantaisie ou dans du fantastique à proprement parler, on est dans du réalisme magique. Le réalisme magique, vous le savez sûrement, ça se passe dans notre monde, mais en fait la magie, ou en tout cas le fantastique, apparaît vraiment par touches très légères, c'est-à-dire qu'il est absolument pas question de baguettes magiques ou de sorcières qui volent sur des baleines ni quoi que ce soit. C'est des phénomènes qu'on peut pas forcément expliquer, des ambiances un peu mystérieuses, voilà, c'est vraiment des petites touches magiques très légères, mais absolument pas de la fantaisie d'une part, et pas non plus complètement du fantastique. Et donc là, en fait, il va être question, à la fin du 19e, d'un jeune homme, je crois, qui va être sauvé d'une explosion à Londres, je ne sais pas comment ni pourquoi, par cette montre, il me semble. Enfin, en tout cas par une montre. Et alors, je sais pas s'il va être question de voyage dans le temps ou quoi, mais en tout cas, ça me faisait envie. Comme celui juste avant, c'est un livre qui avait été dans ma pile à lire pendant un certain temps, mais que je n'avais jamais acheté ni jamais trouvé avant, donc je l'avais oublié. Honnêtement, je l'avais oublié. Quand je l'ai vu sur l'étagère, je me suis dit tiens, ça me dit quelque chose, et j'ai vérifié, je me suis dit ah oui c'est vrai, il m'avait fait envie il y a 2 ans je crois. Et donc voilà, je vous en ferai un retour parce que franchement il me fait très envie. Hop, alors là, roman historique à part entière. The Animals at Lockwood Manor de Jane Healey. Je vous montre. Très très belle couverture avec des dorures, voilà, ça brille. Yeah. Pour un paperback, donc un poche très simple, je le trouve magnifique. Ici, on est sur un roman historique donc, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939 pour être exact. C'est au moment où beaucoup de gens vont évacuer Londres. Vous savez, notamment les enfants qui étaient envoyés dans la campagne anglaise pour fuir les bombardements. Et également, ce qui se passait en parallèle, c'est que de nombreux musées ou de nombreuses collections privées également ont été évacuées de la ville. Et donc là, il va s'agir de ça, c'est les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, oui c'est ça, les collections du Muséum d'Histoire Naturelle qui vont être évacuées et confiées à une jeune femme, pardon, Hattie Cartwright, et je n'en sais pas plus. Mais vraiment, je n'en sais pas plus. Je sais pas si il va y avoir, là encore, du réalisme magique, ou si... Mais c'est pas l'impression que j'en ai eu. J'avais plutôt l'impression qu'on était vraiment sur du 100% historique. Et j'ai très très hâte. Encore une fois, il me semble que c'était une recommandation d'un de mes libraires.
et il m'a fait très envie. Voilà, c'est vraiment l'été, c'est le genre de livre que je lis. Bizarrement, j'ai du mal à lire ce genre de livre à d'autres moments de l'année, je sais pas pourquoi. Mais celui-là me fait très très envie, et je vérifierai, mais je crois qu'il est assez récent, et que donc il n'a pas été traduit. Ouais, c'est ça, il a été publié en 2020. Ah bon, je vérifierai quand même, mais quoi qu'il en soit, il me fait vraiment très envie. On reste sur le roman historique. Alors, ici on est sur The Marcies de Kieran Millwood Hargreaves. Cette autrice, vous la connaissez peut-être, c'est elle qui a écrit il y a quelques années, comment ça s'appelle en français? Une fille d'encre d'étoiles, ouais c'est ça, A Girl of Ink and Stars. Ce roman, je l'avais apprécié, mais vraiment sans plus. Je lis de la jeunesse, mais pour le coup, celui-là m'avait paru un peu trop jeunesse, dans le sens un peu trop simple, un peu trop facile et un peu trop rapide. Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait un roman adulte, je me suis dit tiens, je vais peut-être réessayer en adulte. Et puis on va être honnête, la couverture est très belle, l'objet livre en soi, déjà il est pas mal. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu, j'ai fait ah oui, effectivement, celui-là, je le mets dans ma wishlist. En fait, ça va se passer en Norvège, en 1617. C'est une île complètement perdue, l'île de Vardø. Et en fait, sur cette île, il va y avoir un accident et tous les hommes, ou au moins une grande partie des hommes, vont mourir en mer. Donc cette île va se retrouver uniquement gérée par des femmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Un pasteur et sa famille vont arriver sur l'île, et ce pasteur va vouloir, entre guillemets, remettre de l'ordre. Bah oui, vous imaginez une île tenue par des femmes, c'est impensable à l'époque. Et c'est tout ce que j'en sais, j'ai même pas lu la fin du résumé. Il va donc être question de féminisme, de place de la femme, probablement à cette époque de chasse aux sorcières, même si ce roman n'a pas l'air d'être forcément du fantastique ni quoi que ce soit. Il va sûrement être question de la véritable chasse aux sorcières telle qu'elle a eu lieu à l'époque. Donc j'ai très hâte, parce que ce que je me souviens d'une fille d'encre d'étoiles, c'est que même si l'histoire ne m'avait pas plu, j'avais plutôt apprécié le style. Donc je me dis qu'en adulte, ça peut le faire. Voilà. Allez, accrochez-vous, il ne reste plus que 2 romans, vous inquiétez pas. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Alors oui, en français, chez Sonatine, il faut savoir que normalement, je ne lis pas de traduction des livres anglais. Quand un livre a été publié en langue originale en anglais, je le lis en anglais, c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre, je suis un peu maniaque là-dessus. Mais là, il s'agit d'un cadeau, donc je vais le lire tel quel. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je l'avais vu passer, mais je m'y étais pas plus intéressée que ça. Mais ma maman connaît très bien mes goûts de lecture, donc je me dis que si elle me l'a choisi, il y a une bonne raison. Il est question ici de Zachary qui va trouver un livre mystérieux dans la bibliothèque de sa fac. Et ce qui va vraiment lui paraître bizarre, c'est que dans ce livre, son enfance y est décrite, sans qu'il n'ait aucun lien lui-même avec ce livre ou avec la bibliothèque. Et donc il va commencer à creuser, et ça va le mener à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles, un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Il faut savoir que c'est une thématique que j'aime beaucoup, et je pense qu'on est nombreux, quand on est amoureux de la lecture, à avoir comme ça une certaine affinité avec les histoires de livres, les histoires d'histoire en quelque sorte. Et il a l'air d'être question de ça, donc j'ai très très hâte. J'ai toujours entendu du bien de Erin Morgenstern. Je n'ai pas lu Le Cirque des Rêves, mais j'ai toujours entendu du bien, surtout de sa plume. Donc j'ai vraiment hâte. Et pourquoi pas, si j'ai bien aimé, le prêter à ma maman, parce que je pense, au vu du résumé, que ça pourrait aussi lui plaire. Donc une fois que je l'aurai fini, si ça m'a plu, je lui prêterai. Voilà, et donc je vous ferai un retour dessus, bien évidemment. Et dernier roman de cette pile à lire, promis, c'est The Sun Sister de Lucinda Riley. On est ici sur le 6e et avant-dernier tome de la saga des Seven Sisters, donc des 7 sœurs, très simplement. C'est une saga qui est très célèbre. Si vous ne connaissez pas, je vous fais le pitch en une petite minute. Cette saga traite, comme son nom l'indique, de 7 sœurs. En fait, il s'agit de 7 jeunes femmes qui ont été adoptées étant bébés par un homme, et sachant qu'elles viennent chacune d'une famille biologique différente. Cet homme, c'est un homme très riche, qu'elles ont appelé Pa Salt, et c'est un homme très riche mais mystérieux, et
à sa mort, il va laisser à chacune un indice sur ses origines, et donc chaque tome va être dédié à l'histoire de chaque sœur. Et le modèle est à chaque fois le même, on suit donc la quête de chaque sœur pour retrouver ses origines, et également on suit une de ses ancêtres féminines. En général, ça se passe au début, première moitié du XXe siècle, et ça se passe aux quatre coins du monde, dans des cultures très différentes, des contextes très différents. C'est une série, au début j'avais un peu des a priori, j'avais peur que ça soit un peu gnangnan, un peu peut-être trop romance. Et quand j'ai commencé, je suis tombée amoureuse de cette série. Chaque tome m'a touchée pour une raison différente, mais chaque tome m'a touchée, chaque tome m'a parlé, soit à quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, soit à un endroit que j'ai visité dans ma vie, soit une expérience que j'ai eue. Et chaque tome m'a touchée pour une raison différente. Et donc là, on arrive à l'avant-dernier tome, La Sœur du Soleil. La Sœur du Soleil, c'est Electra. Il faut savoir que dans les 7 sœurs, la dernière, la septième, Méropée, comment dire, n'existe pas en quelque sorte. Elle, pas Salt, ne l'a jamais trouvée, entre guillemets, ne l'a jamais adoptée, et donc on est sur la dernière sœur connue. Ensuite, le 7e tome, je ne sais pas si on va rencontrer Méropée ou pas. C'est pas un spoiler, hein, c'est dit dès le début du premier tome. Et donc là, on est sur Electra, la dernière sœur connue. J'ai un petit peu peur de ce tome, parce que Electra, ce qu'on en voit pour l'instant, c'est elle est un petit peu, peut-être un peu agaçante. Mais j'avais des a priori également sur Cissy et Star, qui sont les deux sœurs qui viennent juste avant dans la série. Et finalement, ça a été mes 2 tomes préférés dans la série. Donc comme quoi, peut-être que Electra peut me surprendre. Ici, il me semble qu'on est... Oui, c'est ça. On est entre le Kenya et New York, en 1939. Et Electra, de nos jours, c'est une mannequin très célèbre, et à qui tout réussit, sauf les relations amoureuses. Voilà. Donc vraiment, j'ai hâte. Et c'est avec une émotion toute particulière que je vais lire ce 6e tome, puis acheter le 7e, parce que Lucinda Riley vient de décéder. En fait, elle est décédée juste après la publication du 7e tome, donc voilà, ça sera un grand plaisir de terminer cette série, mais en même temps, ça sera avec un petit pincement au cœur. Et donc voilà, et ben on en a terminé avec cette pile à lire de l'été. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres dans cette pile qui vous tente, ou que vous avez déjà lu, si vous connaissez les auteurs. Si vous avez besoin de plus d'informations sur un des titres, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme je vous dis, je vous indiquerai si ça a été traduit ou non. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir comme vidéo sur ma chaîne, notamment concernant par exemple les livres qui se passent en Écosse. Et puis bah moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à bientôt.